Aujourd'hui, la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui, faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise. L'index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Merci de nous suivre et merci pour tous les gens qui nous font l'amitié de nous suivre sur le site de Radio Québec Plus et sur Facebook. Continuez à le faire, ça nous fait énormément plaisir. Cette semaine, le sujet choisi, c'est un sujet qui s'impose de lui-même. C'est bien évidemment l'immigration. Et quand on parle de l'immigration, on ne parle pas de cette immigration légale comme on voit ici au Canada. Nous parlons surtout de ce problème des flux d'immigration qui deviennent le sujet par excellence de tous les décideurs, de tous les politiciens. Tout le monde veut justement parler de ce sujet-là pour essayer un peu de surfer sur ce sujet à la mode. Et la dernière en date qui a parlé de cette question-là, c'est bien évidemment l'ancienne ministre des Affaires étrangères des États-Unis, candidate malheureuse au présidentiel aux États-Unis, Madame Hillary Clinton, qui a invité les Européens cette semaine à mieux contrôler l'immigration parce que, selon elle, ces flux d'immigration sont en train de favoriser l'émergence du populisme en Europe et ailleurs. Voici donc une intervention, à mon avis, complètement déplacée, et c'est une intervention aussi qui démontre une certaine légèreté chez Madame Hillary Clinton, parce qu'on ne parle pas d'un problème aussi complexe, aussi difficile à résoudre et aussi difficile même à définir et à cerner, avec toute cette légèreté-là. Ça, c'est comme si on était dans une salle et que l'un de nous se met à se plaindre d'un petit courant d'air, et puis il y a quelqu'un qui va suggérer de fermer la porte pour justement mieux contrôler le courant d'air. Et malheureusement, dans la vie, l'immigration, ce n'est pas un courant d'air, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et si vous l'avez bien remarqué, tous les dirigeants, l'ensemble des dirigeants des pays occidentaux, à leur tête, bien évidemment, le grand Manitou Donald Trump, ils nous disent, vous savez quoi, on ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde. Donc, on a été généreux, on a été accueillant, notre hospitalité a des limites, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Et ça, bien évidemment, il n'y a personne qui peut être contre la vertu. Oui, on ne peut pas accueillir tout le monde. D'ailleurs, on ne peut pas mettre tous les gens dans un coin du globe terrestre. Il faut que les gens continuent à être partagés sur tous les pays du monde. Mais la réalité est que cette misère du monde, cette instabilité, ces guerres,
ces régimes corrompus qui sont en train de massacrer leur propre population, etc., elles ne sont pas nées d'une génération spontanée. Elles ont des causes bien profondes et généralement, ces causes-là sont intimement liées aux politiques étrangères de ces pays occidentaux. D'abord, les gens ne choisissent pas de partir, de quitter leur pays juste parce qu'ils ont envie de vivre à Montréal, à New York ou à Paris. Les gens quittent dans l'écrasante majorité, donc 99%, ils quittent parce que les conditions de vie dans leur pays d'origine ne leur permettent plus de garder leur dignité humaine. Donc ces gens-là décident de partir, que ce soit pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, ou pour des raisons autres de répression contre des minorités culturelles ou religieuses, etc. Donc ces gens-là partent un peu malgré eux, même s'ils ont choisi de faire l'immigration, même s'ils ont choisi de quitter leur pays, ou s'ils ont pris cette décision de partir, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas parce qu'ils se sont dit « Ah ben moi, non, moi j'ai envie d'aller vivre à New York ». Peut-être qu'il y en a des gens qui pensent comme ça, mais ça, c'est une minorité dans la minorité, c'est réellement, statistiquement, insignifiant. Tous les autres, ils ont quitté leur pays. Et d'ailleurs, ils ont non seulement quitté leur pays, ils ont quitté leur statut social, ils ont laissé tomber leur formation professionnelle, académique, etc., pour recommencer au bas de l'échelle dans les pays qui les accueillent. Et parfois, c'est un véritable parcours du combattant, puisqu'ils doivent d'abord passer par des centres d'accueil et des centres de tri, dans lesquels ils vont passer des fois des années avant d'être acceptés comme réfugiés dans tel ou tel pays. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui est que cette immigration-là, elle dérange aussi. Pourquoi ? Parce que l'origine de cette immigration-là, les pays d'origine de ces immigrations-là, ne sont plus les pays qui ont déjà été connus pour être, si vous voulez, des pays exportateurs d'immigrants. Je vous rappelle par exemple qu'au XIXe siècle, et même à la fin du XVIIIe, les gens qui quittaient l'Europe, les Irlandais, les Italiens, les Grecs, pour ne parler que de cela, je ne parle pas des Portugais, je ne parle pas des Polonais, des gens de l'Europe de l'Est, parlons seulement de ces trois pays-là, parce que, comme ici on peut le voir par exemple au Canada, il y a des fortes communautés grecques, italiennes, irlandaises. Les chiffres sont tellement effarants et ce sont pratiquement les mêmes raisons qui ont poussé ces gens-là à quitter aussi leur pays. Par exemple, les Italiens, ils ont quitté leur pays à cause d'abord des guerres, à cause des conflits politiques à l'intérieur de leur pays, par la suite à cause de la misère, du chômage. Et c'est la même chose aussi pour les Irlandais, il y a eu la grande famine, etc., donc, où ces gens-là sont partis. Et quand on parle de ces gens-là qui sont partis, on ne parle pas seulement de 2000 personnes, de 4000 personnes, de 5000 personnes, ou de 100 000 personnes, ou de 200 000 personnes. Non, les chiffres sont beaucoup plus importants que cela. D'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que, par exemple, dans le cas des Irlandais, suite à la grande famine de 1845, au total, ils sont 4,2 Irlandais qui ont quitté l'Irlande seulement vers les États-Unis. Je ne parle pas de ceux qui sont partis en Europe ou ailleurs. Seulement ceux qui sont partis vers les États-Unis. On parle de 4,2 Irlandais. Cette immigration-là, elle était massive et tellement importante des proportions pratiquement bibliques, elle a causé un effondrement démographique en Irlande. Si on prend le cas des Italiens, les Italiens aussi, c'est la même chose. Entre 1860 et 1920, 4,5 millions d'Italiens immigrent aux États-Unis. Je parle seulement des États-Unis. Je ne parle pas ni du Canada, ni de l'Argentine, ni du Brésil, parce que ces pays-là aussi ont accueilli beaucoup d'Italiens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Argentins aiment beaucoup d'Argentins, comme pour ceux qui suivent le football.
vous allez tout de suite voir qu'il y a plein d'Argentins qui ont des noms italiens, etc. Les Grecs aussi, ils étaient à peu près un demi-million à quitter vers les États-Unis. Toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire conflits politiques, misère, et famine, et pauvreté, etc. Donc ça pousse les gens vers des cieux plus cléments, où on pense trouver peut-être son bonheur, ou au moins retrouver un minimum de sa dignité, c'est-à-dire manger à sa faim, ou avoir une certaine sécurité, parce que dans certains pays, c'est énormément difficile d'avoir même, de sauvegarder même son intégrité physique, puisqu'on est un peu comme soumis à des conditions de vie extrêmement difficiles. Tous ces gens-là qui sont partis, ils n'ont pas causé, si vous voulez, ils n'ont pas eu l'impact, peut-être au début, les gens se les considéraient un peu comme des gens un peu différents, qui venaient d'un autre pays, etc. Mais ces gens-là, ils n'ont pas été considérés comme une menace pour l'identité, pour la culture, pour l'avenir de ces pays-là. Bien au contraire, ils ont été considérés comme étant des atouts. Mais tout ça, c'est pour ça que je vous parle de l'origine de l'immigration qui est importante. Parce que parfois, l'origine de l'immigration, quand on commence à parler de problèmes, etc., c'est parce que justement, il y a aussi un peu une idéologie, je dirais, raciste par rapport à certaines choses. Je ne peux pas prononcer de gros mots, je ne veux pas dire. Non, c'est loin d'être le cas. Mais ceux qui nous présentent l'immigration comme une menace, comme une menace pas seulement aux économies ou bien comme une menace même à l'existence de ces pays-là. Parce que pour certains, l'Europe aujourd'hui à feu et à sang, l'identité, la civilisation occidentale est menacée par ces flux d'immigration incontrôlés et incontrôlables. Et en réalité, cette manière de présenter les choses, cette manière un peu, je dirais, de jouer aux prophètes qui annoncent la fin du monde comme ça aux mains des immigrants qui sont en train de remonter du Sud, c'est aussi une forme d'idéologie, c'est aussi une forme pour reprendre une terminologie bien chère à Donald Trump, c'est une forme de fake news. Quand on parle par exemple de cette immigration qui vient du Salvador aux États-Unis, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de Salvadoriens qui veulent quitter et qui quittent leur pays, qui vont aux États-Unis pour vivre. Donald Trump, la droite, pas seulement Donald Trump, mais toute la droite, certains républicains, etc., ils nous présentent ces immigrants-là comme une menace à la sécurité des États-Unis d'Amérique. Et ils nous disent, vous savez, il y a des criminels endurcis à l'intérieur parmi ces immigrants-là. Et ils viennent ici, ils vont justement grossir les rangs des criminels, des gangs de rue, etc. Quand on prend le groupe le plus dangereux, le plus célèbre, le plus connu, celui de MS-13, ou comme on les appelle là-bas, les Mara, ces gens-là, ça a commencé en 1980. Et le groupe lui-même a connu naissance, donc il a vu le jour à Los Angeles, pas au Salvador. Donc, et pourquoi ce groupe-là a vu le jour, en 1980? Revenons toujours à cette question de conflit politique et de conflits, de violence politique, etc. C'est qu'entre 1980 et 1992 au Salvador, ça a été une guerre civile atroce. Une guerre civile qui a duré tout ce temps-là, principalement à cause de l'intervention des États-Unis dans ce pays-là. Principalement, je dirais essentiellement à cause de ça, parce qu'on voulait absolument imposer des juntes militaires pour arrêter justement et pour faire barrage à la montée des idées socialistes et qu'on nous présente comme des communistes, etc. Et tous ces gens-là, il y a eu bien sûr une guerre civile atroce qui a poussé les gens vers l'immigration et ils ont été obligés de quitter leur pays parce qu'ils ne pouvaient plus vivre là-bas. D'ailleurs, à cette époque-là,
un archevêque a été tué, il a été, un archevêque, il a été tué, il a été massacré, parce que justement, c'est un homme de religion, un homme de l'Église, et parce qu'il disait que non, il faut que ça cesse, etc. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre, il a eu une formule heureuse, il a dit, vous savez, dans cette guerre civile, tous les pays qui veulent avoir de l'influence ici, les pays étrangers qui veulent avoir de l'influence chez nous, ils fournissent les armes, ils fournissent l'argent. Et le Salvador est en train de fournir des morts. Et ça vous donne un peu une idée de ce qui se passait à l'époque dans ces pays-là. Donc ce sont ces pays occidentaux eux-mêmes qui, par leur intervention politique, avec l'argent, avec leur puissance militaire, qui ont causé un peu partout. Par exemple, si vous allez en Afrique, déjà dans les années 70, on parlait du pillage du tiers-monde et du pillage de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, surtout l'Afrique par exemple francophone, ils n'ont même pas de monnaie à eux, ils doivent absolument fonctionner avec le franc CFA. Donc ils sont soumis, leur économie nationale, etc., sont soumises au bon vouloir de la banque en France. C'est elle qui décide un peu de la valeur des choses, etc. Et les gens qui ont essayé de se départir de ce CFA, et ils ont été chassés du pouvoir manu militari. Et c'est les gens, donc les décideurs en Occident, qui interviennent dans ces pays-là, qui imposent des dictateurs, qui imposent des régimes corrompus, qui imposent des gens qui ne travaillent pas pour les intérêts de leur peuple, qui travaillent plutôt pour les intérêts des puissances étrangères. Qu'est-ce que ça fait tout cela? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne d'abord le premier résultat, une médiocrité au niveau de l'économie, au niveau de la société, de la culture, etc. Et ça donne des conflits politiques, et des conflits politiques qui vont dégénérer généralement en conflits militaires, donc armés. On l'a vu par exemple en Syrie, on l'a vu au Yémen, on l'a vu en Libye, on l'a vu un peu partout, en Irak avant, etc. Donc ce sont des interventions qui vont créer de l'instabilité, cette instabilité et ces conflits armés, ces guerres civiles qui sont alimentées, qui sont entretenues par ces puissances étrangères parce qu'elles veulent à tout prix imposer quelqu'un à la tête de ces pays-là pour continuer à mieux les piller, ça crée cette réalité-là qui pousse les gens vers l'immigration. Donc la solution de l'immigration, si vous voulez que cette immigration, que ces flux d'immigration cessent, et moi aussi je suis d'accord que les pays occidentaux ne peuvent pas accueillir tout le monde, c'est tout à fait normal. Donc il faut stabiliser ces populations-là dans leur pays d'origine. Et pour les stabiliser dans leur pays d'origine, il ne suffit pas de leur dire « on va vous donner 1 500 € si vous acceptez de retourner chez vous, de rester chez vous ». Non, il faut d'abord respecter la volonté des peuples dans ces régions-là. Il faut respecter leur choix. Laissons-leur la liberté de choisir leurs propres élus, leurs propres décideurs, de construire eux aussi des institutions pour devenir des pays qui travaillent pour les intérêts et seulement pour l'intérêt de leur propre population. On ne peut pas venir avec notre force militaire détruire les infrastructures de ces pays-là, imposer des régimes corrompus qui sont à la solde des pouvoirs et des puissances étrangères. Et quand ces populations-là décident de partir, décident de quitter parce qu'ils n'ont pas une meilleure éducation, parfois ils n'ont pas de la bonne éducation dans leurs écoles, un système de santé qui a à volo aussi, une économie qui ne répond pas réellement aux besoins, etc. Eh bien, évidemment, ça pousse les gens. Et j'ai donné tout à l'heure l'exemple des Irlandais, des Italiens, des Grecs, ajoutant les Portugais, les autres, même certains Français, etc., qui ont parti, certains Espagnols, dans le temps, par exemple, de Franco, etc., tous ces gens-là qui ont quitté leur pays, ils l'ont quitté pour des raisons, d'abord, à la base, qui étaient des raisons politiques et avec des conséquences graves sur la vie des gens. C'est devenu avec des économies qui ne fonctionnent plus, qui ne répondent plus aux besoins de ces gens-là. Donc la solution, elle n'est pas de dire, pour un peu caresser
dans le sens du poil les populistes et les gens de l'extrême droite. Ah oui, c'est vrai, allez, fermons le robinet maintenant, fermons les portes à double tour, ne laissons plus personne rentrer ici parce que sinon ça va susciter et ça va donner du galant pour les populistes. Non, la réalité est que ça, c'est une réponse déplacée, c'est une réponse médiocre à un problème que les Occidentaux ont tout fait justement pour qu'il soit ainsi. Un dernier exemple, lorsque vous allez dans un pays comme l'Arabie Saoudite, lorsque votre propre agence de sécurité, d'intelligence vous dit que tel chef de gouvernement a assassiné un de ses citoyens dans une ambassade, etc., et que tout le monde s'attend à ce que vous, représentants du monde libre, de la démocratie, des valeurs occidentales, etc., à ce que vous défendiez ce journaliste et que vous dites non, moi je préfère défendre mes intérêts et défendre les intérêts des États-Unis. Et c'est quoi ces intérêts-là? C'est la vente des armes et l'achat du pétrole. Vous êtes en train d'envoyer justement un message très clair à tous ces gens-là qui vivent dans ces pays-là que ne comptez pas sur nous pour exporter vers vous nos valeurs d'égalité, nos valeurs de respect des droits de l'homme, nos valeurs de liberté. Vous n'êtes que des faire-valoir, vous n'êtes que de la chair à canon, et pour nous, vous ne comptez pas vraiment. Vous êtes des gens qui n'ont pas la même valeur, que dans la vie n'a pas la même valeur que la vie des gens qui vivent en Occident, et c'est ça qui pousse ces gens-là à venir en Occident, parce que tout le monde a envie de vivre justement comme un être humain. Tout le monde a envie d'être libre. Tout le monde a envie de choisir ses idées et de défendre ses idées, de défendre ses convictions religieuses ou autres librement. Tout le monde, ça, c'est quelque chose qui est inné dans chaque être humain. Si vous dites que ces privilèges-là, on ne les accorde qu'aux gens qui vivent à l'intérieur de certains territoires et qu'à l'extérieur, nous allons exploiter les richesses de ces pays-là comme on le veut, nous allons payer les richesses de ces pays-là, et pour ces populations-là, nous allons les obliger à vivre dans la misère et on va leur imposer des gens corrompus, qui sont des criminels, qui sont des médiocres, des incompétents, des gens qui travaillent pour nous d'abord. Ben, attendez-vous à ce que ces gens-là prennent justement des embarcations de fortune, traversent la Méditerranée, ou bien alors ils vont s'éparpiller dans toute l'Europe, et d'autres qui vont prendre des trains de marchandises, des voitures ou à pied pour arriver chez vous aux États-Unis. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, comme on le dit toujours, gardons le sourire. Bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Selim Chouieb sur Radio Québec+.